Épisode 93, au cours duquel Artémis est frappée au cœur. Résumé de l'épisode précédent. Artémis est retournée chez Chiron, mesurant combien le centaure comptait dans sa vie. Mais, en arrivant, elle a découvert la caverne vide. Son neveu, Aristée, s'apprête à lui révéler ce qui s'est passé. Machinalement, Artémis s'était assise sur la pierre qu'elle affectionnait. Elle fit signe à son neveu de prendre place à ses côtés. Mais Aristée n'osa pas s'asseoir sur le caillou du maître et préféra rester debout. Artémis se taisait, redoutant ce qu'elle allait entendre. D'une voix qu'il essayait de garder ferme, mais dont il ne pouvait contenir le tremblement, le jeune homme lui dit « Sois courageuse. Hélas, tu ne reverras jamais Chiron. Notre professeur vénéré est mort. » Artémis étouffa un cri. « Oh non, pas lui, pas lui. Mais que lui-il est arrivé ?» Aristée soupira. « Le drame a eu lieu il y a plusieurs semaines déjà, mais je n'arrive toujours pas à y croire. Après ton départ, il est allé rendre visite à son ami le centaure Pholos sur le mont Érymanthe. Il m'a demandé de l'accompagner et j'ai accepté avec joie. Tu verras, m'avait-il annoncé, c'est un centaure généreux et accueillant. Il ne ressemble pas aux autres centaures de la forêt. Nous avons une vieille complicité. J'aime échanger avec lui sur la marche du monde. » Et il avait dit vrai. Les premiers jours passés chez Pholos furent délicieux. Le centaure était si hospitalier, si prévenant, que nous nous sommes sentis aussitôt chez nous. À la tombée de la nuit, j'ouvrais grand mes oreilles et je me régalais à écouter les longues conversations de ces deux sages. Le jour, j'accompagnais Chiron dans la montagne. Je portais sa besace qui se remplissait au fil des heures de plantes médicinales. Un jour, nous sommes partis dès l'aube, car notre maître voulait dénicher une plante rare qui poussait assez loin de la grotte. En notre absence, des visiteurs sont arrivés. C'était Héraclès et son neveu Iolaos. J'ai su ce qui s'était passé de la bouche même de Iolaos, car nous avons sympathisé après le drame. Aristée reprit son souffle. Artémis, tendue comme un arc, l'écoutait en silence. Pholos a servi à manger à Héraclès tous ses plats préférés. Celui-ci était de très bonne humeur et avait envie de faire la fête. Il réclama du vin pour accompagner les viandes. Le centaure s'excusa, dit qu'il n'en avait point. Mais Héraclès aperçut une amphore posée au fond de la grotte. Cette amphore appartenait au centaure de la forêt, et Pholos tenta de dissuader Héraclès de l'ouvrir. Hélas, rien ne pouvait le détourner de son envie. Tu sais combien Héraclès abuse du vin, n'est-ce pas ? Quand le désir d'alcool le saisit, tu ne peux plus le raisonner. Il écarta brutalement Pholos, qui s'était interposé entre lui et la boisson qu'il convoitait. Il ouvrit donc cette amphore et se saoula aussitôt, sous les yeux consternés de Pholos et Iolaos. Arriva ce qui devait arriver. L'odeur du vin attira les centaures de la forêt qui surgirent furieux et armés, pour corriger celui qui avait osé boire leur vin. Héraclès, totalement ivre, se jeta avec ardeur dans la bataille. Il paraît que le combat commença à coups de torches enflammées qu'une pluie bienvenue éteignit. Mais Héraclès saisit son arc et se mit à envoyer ses flèches tous azimuts. Il tirait et hurlait de joie chaque fois que sa flèche atteignit un centaure. Malheureusement, la pluie nous avait dérangés dans notre cueillette, et Chiron avait décidé d'écourter la promenade. C'est ainsi que nous sommes arrivés en plein milieu de cette épouvantable bataille. Les cris des centaures, hurlant à la mort, mêlés aux vociférations sauvages d'Héraclès, nous étaient parvenus. Et Chiron, inquiet pour son ami Pholos, avait décidé de hâter le pas au lieu de s'éloigner. Jamais je n'oublierai la scène qui s'est offerte à mes yeux, jamais. Aristée avait le regard dans le vague et Artémis vit combien il était traumatisé et hanté par ses souvenirs. Elle posa sa main sur son bras et l'attira doucement pour qu'il s'assit près d'elle. C'était horrible, articula Aristée avec effort. Devant la grotte de Pholos, il y avait déjà un tas de cadavres, et Héraclès, déchaîné, continuait à pourchasser les derniers survivants. Dans son ivresse, ses cris n'avaient plus rien d'humain. Depuis longtemps, il n'était plus maître de lui-même, il ne voyait plus rien, n'entendait plus rien. Notre cher Chiron, en découvrant cette scène de boucherie, voulut le raisonner. Il cria comme autrefois lorsqu'il l'avait pour élève. « Héraclès, mon enfant, voyons, calme-toi !» Il fit 3 pas en avant, mais Héraclès, emporté par sa beuverie, ne le reconnut pas, et il lui décocha une flèche qui vint se figer dans sa poitrine. La voix d'Aristée s'étrangla. Chiron est tombé à genoux, je me suis précipité, son visage grimaçait de douleur. J'ai crié « Maître, maître, que puis-je faire pour t'aider ?» Mais Chiron souffrait tant qu'il gémissait sans pouvoir me répondre. La pluie coulait drue et ruisselait sur son corps. Hélas, il était trop lourd pour moi et je ne parvenais à le transporter à l'abri. Des larmes coulaient sur les joues d'Aristée. Il enfouit sa tête dans ses bras. Artémis ne s'était pas aperçue que les larmes coulaient aussi sur son visage. Elle enlaça le jeune homme et murmura « Je ne comprends pas. Cette flèche n'a pas pu le tuer, puisqu'il était immortel. » À suivre.